Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le cire et le loup, épisode 16. Depuis plus d'une semaine que Nadia avait rejoint le groupe, il ne s'était rien passé. Ayant revu Paul Lodès et ayant appris son implication dans l'affaire, elle avait mieux compris l'étrange comportement qu'il avait eu lors de leur première rencontre. Elle s'était replongée dans les documents en sa possession et les avait vus tout à fait autrement maintenant qu'elle savait. Rosen avait appelé la veille. Il n'avait pas obtenu la fermeture du tombeau. Pire, sa demande avait paru déplacée et surprenante, soulevant une curiosité malvenue chez les supérieurs de ce dernier. En revanche, les recherches étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ce nouveau contretemps avait valu le surnom de « fouille maudite » à l'ex-chantier de Prégnoux. Il n'en demeurait pas moins que Nadia et les autres se sentaient totalement impuissants face aux éléments et que le groupe sombrait petit à petit dans le désarroi et l'inaction. Mais que pouvaient-ils faire ? Rosen ne comprit pas de suite ce que lui voulait son interlocuteur. Ce dernier n'était pas très grand, les cheveux ras, il portait un uniforme de l'armée française sur lequel ne figurait absolument aucune indication, ni de grade, ni d'arme. Il s'était présenté comme étant le lieutenant Bruno, sans autre précision. Le commissaire avait reçu un coup de téléphone du préfet de police pour lui annoncer cette visite. Mais ce n'est que le soir, alors qu'il rentrait chez lui, qu'il avait trouvé l'homme en question l'attendant appuyé contre sa voiture. Après s'être assuré de l'identité de Rosen, il lui avait dit avoir des informations sur les récents meurtres, des détails qu'il n'aurait pas pu trouver ailleurs. D'abord réservé, le commissaire se montra plus curieux lorsque Bruno lui dit qu'il connaissait l'existence du journal d'Étienne Lefrier. Les deux hommes se retrouvèrent bientôt installés dans un café proche du commissariat. Je travaille dans un service qui s'occupe de centraliser de manière discrète toutes les données susceptibles de mettre notre armée dans des situations délicates. Nous possédons des documents très anciens, classés dans des dossiers pour la plupart poussiéreux, mais sur lesquels nous effectuons tout de même une certaine surveillance. Il but une gorgée de la bière que le barman venait de déposer devant lui. L'un de ces dossiers s'appelle le dossier Jou. Il retrace un ensemble de faits qui se sont produits au château depuis le début du siècle. Il marqua une pause. Il semblait chercher la suite de son idée. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. En fait, je ne suis même pas du coin et je n'y ai jamais mis les pieds. En revanche, le dossier contient un nombre impressionnant de faits rassemblés depuis sa constitution. Le commissaire, qui jusque-là avait écouté sans mot dire, interrompit son interlocuteur. Je ne suis pas certain de bien vous comprendre. Pourquoi me racontez-vous tout cela ? J'ai un marché à vous proposer. Vous avez en votre possession le journal personnel d'Étienne Lefrier, que nous tenons à récupérer depuis longtemps. Comprenez-nous, nous serions gênés s'il tombait entre des mains de personnes moins... Il leva les yeux au plafond, comme si ce dernier était susceptible de lui donner le mot qu'il cherchait. Moins saine que vous. L'armée a fait reboucher un trou en pensant qu'il était la cause de meurtre. Nous n'aimons pas beaucoup passer pour des gens irrationnels. Admettons, mais vous m'avez parlé d'un marché. Il est relativement simple. Vous nous remettez le journal, vous vous engagez à ne pas parler du rôle de l'armée dans tous ces événements. En un mot, vous nous laissez tranquilles. Et en échange, je vous donne accès aux parties du dossier Jou qui peuvent vous aider dans votre enquête. Qu'est-ce qui vous fait penser que mon enquête s'oriente dans ce sens-là ? Nous avons nos sources. Il sourit. Moi, les gens qui croient en fantômes, cela ne me gêne pas. Ils ne sont sans doute pas tout à fait clairs, mais bon, c'est plutôt amusant. Vous ferez ce que vous voudrez des informations que je vous communiquerai. Avec pour seule restriction les termes de notre accord. Mais si je vous remets le journal, je n'aurai plus de preuves. Des preuves ? Des preuves ? Il éclata de rire. Des preuves de l'existence d'un fantôme, rien que cela.
Eh bien, c'est vrai, vous n'aurez plus de preuves, mais vous aurez la vérité. Enfin, votre vérité. Et quand pourrai-je voir ce dossier ? Je ne vous remettrai pas ce dossier. En revanche, je vous dirai tout ce qui se trouve à l'intérieur et qui est susceptible de vous intéresser. Et si je refuse ? Vous passeriez à côté d'informations importantes. Et en fait, je ne vous le demande que par politesse, mais je ne vous laisse pas vraiment le choix. Nous sommes tous deux au service de l'État, vous me comprenez ? Le lieutenant Bruno avait refusé de venir chercher le journal au commissariat. Il avait donc donné un rendez-vous à Rosen pour le lendemain. Quand il lui indiqua le lieu, le commissaire le regarda avec des yeux étonnés. « J'ai pensé que cela serait le meilleur endroit », avait-il dit avec un sourire moqueur. Rosen avait acquiescé sans rien ajouter. Le soir même, il prévenait Lodès, Sénéchet et Tari, leur promettant de les tenir au courant dès qu'il en saurait plus. Le lendemain était une journée grise. Tout au long de la nuit, les nuages s'étaient amoncelés et la pluie menaçait de tomber à tout instant. Sur le coup de 13 heures, Rosen quitta son bureau, il prit sa voiture et se dirigea vers la Cluse. Le rendez-vous était juste en bas du fort de Joux, à proximité des marais. Rosen ne put s'empêcher de penser que son mystérieux interlocuteur avait un goût certain pour les mises en scène morbides. Le policier fut le premier arrivé sur les lieux. Il se gara sur le bord de la route et après avoir monté le son de son autoradio, se cala dans le siège pour attendre. En 10 minutes, 2 voitures passèrent. Chaque fois, Jacques s'apprêta à sortir, mais elles montèrent directement au château sans s'arrêter. Et puis enfin, une vieille 4L blanche avec un petit drapeau français sur la plaque d'immatriculation s'arrêta juste derrière la voiture du policier. Rosen descendit. Le lieutenant Bruno s'approcha et lui tendit la main. Puis il leva les yeux vers Joux. « Le voilà donc, ce fameux château. Oh, il est sinistre. » Puis souriant à Rosen. « Vous l'avez ?» Le policier lui tendit un petit sac en plastique renfermant le journal. Le militaire l'ouvrit, s'assura qu'il s'agissait bien de ce qu'il était venu chercher. « Parfait, parfait. » Il mit la main sur l'épaule du policier pour l'inviter à se retourner et commença à marcher. « Si nous faisions quelques pas ?» Les 2 hommes suivirent le bord de la route qui montait vers le château. En 1905, comme vous le savez, Lufrier a été chargé de creuser un tunnel. Très vite, il a adressé à l'état-major des rapports dans lesquels il délirait sur la présence d'un fantôme ou je ne sais quoi, suppliant qu'on cesse les travaux. Le général Dornier, qui était responsable de la région, a reçu des pressions pour que Lufrier soit remplacé le plus rapidement possible et qu'on puisse continuer le chantier. Mais il se trouve que le brave général était un ami très proche de la famille de Lufrier, et il a tout fait pour protéger le commandant du fort. Quand les meurtres ont commencé, les pressions se sont accrues, et Dornier a véritablement risqué sa place, mais il a tenu bon. Il est venu personnellement ici. Il leva le doigt vers le château. Pour mener sa propre enquête. Son rapport figure dans le dossier Joux. Il a été classé confidentiel la semaine qui a suivi sa rédaction. Mais ce n'est pas encore à ce moment-là que nous avons constitué le dossier dans nos services. Les 2 hommes avaient quitté la route et montaient maintenant sur un petit chemin de pierre. « Qu'y avait-il dans ce rapport ?» demanda Rosen. Je ne sais pas si toute l'armée française était atteinte à l'époque ou si Lufrier avait su influencer Dornier. Toujours est-il que celui-ci préconisait l'arrêt des travaux le plus rapidement possible et le classement sans suite de l'affaire concernant les 5 meurtres. Il ne donnait aucune véritable explication, parlait simplement de forces qui dépassaient notre entendement et contre lesquelles il était inutile de lutter. Bref, la décision a été prise et le tunnel rebouché. Dornier est rentré, Lufrier est demeuré sur place jusqu'en 1919, date à laquelle la garnison a été enlevée, et il n'est resté à Joux qu'un seul gardien, jusqu'en 1938.
En 1932, le gardien en place s'appelait Borne, Lucien Borne. Bruno s'arrêta et fit face au commissaire. Imaginez ce gars, seul dans cette forteresse. Je ne suis pas spécialement trouillard, mais il y a de quoi faire des cauchemars. Il reprit sa marche. Eh bien justement, il en a fait lui. En fait, nous ne l'avons su qu'après. Après quoi? Après sa disparition en décembre 32, on n'a jamais retrouvé son corps, mais en revanche, sa tête si, juste à côté du puits dans les parties souterraines du fort. Naturellement, il y a eu enquête. On a retrouvé dans ses affaires tout un tas de documents sur l'histoire de Joux. Des plans dont certains étaient très rares, et enfin plusieurs lettres qu'il n'a jamais envoyées, dans lesquelles il racontait que, depuis qu'il était arrivé à Joux, il faisait des cauchemars atroces et qu'il voulait faire des recherches car il était persuadé que tout cela n'était pas naturel. Quel type de recherche? Une pluie fine commença à tomber. Bruno leva les yeux vers le ciel d'un air contrarié, puis poursuivit. Sur l'histoire du château, essentiellement, principalement sur les accidents qui s'étaient produits lors du percement du puits. Les deux hommes avaient rejoint la route au sortir du petit sentier de pierre et arrivaient maintenant sur le parking du château. On peut peut-être faire demi-tour, fit alors remarquer le lieutenant. Le commissaire acquiesça, le soldat poursuivit. Mais il avait trouvé aussi des documents bien plus anciens sur la construction du château. Tout cela n'était pas très bon pour nous. Cela a été le déclic. On a constitué le dossier Joux. Mis fin à toutes les enquêtes, et c'est là qu'on a pris connaissance de ce qui s'était déjà passé en 1905. Nous sommes même allés jusqu'à modifier les noms dans les registres et les papiers officiels. Bien, mettons, mais je ne vois pas en quoi tout ce que vous venez de me dire peut m'être utile dans mes investigations actuelles. Parmi les documents que je vous ai cités, Borne avait tout un topo sur une des tours du château, une tour appelée la Tour du Diable. D'après lui, le rocher sur lequel elle est construite a longtemps été appelé le Rocher du Diable. On dit toujours, d'après Borne, qu'un des seigneurs du coin aurait fait construire un tunnel terminé par une pièce dans laquelle il se serait livré à un marché avec le diable, d'où le nom. La pluie fine avait cessé de tomber et les nuages commençaient à s'écarter. « Vous savez, poursuivit Bruno, je vais être honnête, car au fond, vous m'êtes sympathique. Pour moi, tout cela, c'est des conneries, et je n'y prends pas beaucoup de risques en vous les racontant. Je sais, vous y croyez, mais si vous voulez mon avis, le responsable, vous feriez mieux de le chercher ailleurs. Vous seriez plus certain de mettre un terme à ces meurtres. » Rosen ne put retenir un sourire. Il comprenait tout à fait le scepticisme de son interlocuteur, et il ne tenta même pas de le convaincre. Le lieutenant Bruno continua donc à raconter quelques autres anecdotes qui s'étaient produites au fort et que l'armée avait jugé plus opportun de dissimuler. Mais aucune ne présentait autant d'intérêt que la première. Quand ils se séparèrent, le commissaire eut l'impression que, malgré ses réserves, Bruno lui avait apporté certaines réponses. Il nota dans son calepin quelques détails qui lui semblaient importants et regagna sa voiture. Nadia eut un sourire. C'était un événement, quelque chose de rare, quelque chose qu'elle n'aimait pas. Aussi, dès qu'elle en prit conscience, elle se redressa et le fit disparaître dans une bougeanie. Pourtant, Paul insista. « Vous voyez que j'ai réussi à vous arracher un sourire ?» Elle parut encore gênée. Elle tourna la tête pour regarder par la vitre de la voiture, une façon comme une autre d'échapper au regard de Paul. Dans la BMW de ce dernier, tous deux se dirigeaient vers le château de Joux, sur le parking duquel le commissaire leur avait donné rendez-vous. Les essuie-glaces frottaient le pare-brise dans un son disgracieux, en levant à chaque passage des fines gouttelettes d'eau qui venaient de le souiller. Le parfum léger de Nadia se répandait dans tout l'habitacle, et Paul eût aimé que la voiture n'atteignît jamais sa destination. Il avait en tête la chanson de Brassens. Et bêtement, même à l'orage, les routes mènent à un pays. Bientôt, le fort de Joux fit un barrage à l'horizon de sa folie. Le parking était désert, la voiture se gara le plus près possible de la porte. « Bien, que fait-on » demanda Paul. « On attend. » Paul regarda sa montre. Il était mal à l'aise, cherchait à se donner une contenance, en vain. Des idées lui traversaient l'esprit. Le parfum léger de Nadia l'enivrait sans qu'il pût lui résister. Il rit bêtement, mais la jeune femme n'était pas dupe. Et bien voilà, chacun de ses doigts frappait le volant l'un après l'autre. Il tournait la tête, laissant ses yeux fixés dans le vide, à la recherche d'une phrase un peu moisinote qui ne vint pas. « Il pleut, hein ?» Nadia lisait en lui comme dans un livre. Elle savait précisément ce dont il avait envie.
D'ordinaire, il suffisait qu'un homme lui fasse la cour pour qu'elle le méprisât aussitôt. Mais là, étrangement, elle se sentait flattée. Elle était même amusée par cette timidité. Paul se décida. Sa main tremblait. Il avait du mal à la regarder. Pourtant, il s'approcha lentement. Le désir était le plus fort. Deux coups de klaxon brisèrent net son élan. Sénécha venait de se garer derrière eux. Le jeune avocat ne remarqua même pas ce qui avait failli se passer. Il descendit de la voiture et fut rejoint rapidement par Paul et Nadia. Comme la pluie avait redoublé, ils se réfugièrent tous trois à l'abri, juste à l'entrée du fort. « Jacques n'est toujours pas là ?» demanda Sénécha. Paul répondit non d'un signe de la tête. « C'est étonnant, » poursuivit le jeune avocat. « Pourtant, il nous a dit qu'il était déjà sur place. »« Ne te fais pas de soucis, » lança Nadia agacée. « Il ne va pas tarder. Que veux-tu qu'il lui soit arrivé ?» Au ton employé, Flavien comprit à cet instant que la jeune femme lui en voulait. Mais en revanche, il ne sut pas dire pourquoi. Il eut un éclair, puis le grondement sourd de l'orage qui l'accompagnait. Paul leva les yeux vers le ciel. Comme si l'endroit n'était pas déjà assez sinistre. La pluie frappait désormais le sol dans un bruit net et presque continu. Deux phares brillèrent, la voiture du commissaire stoppa à côté de celle de l'Odesse. En courant, il rejoignit ses amis à l'abri. Il portait à bout de bras un carton qui semblait assez lourd. En arrivant vers les autres, il sourit et sa première phrase fut « Je vais vous expliquer pourquoi je suis en retard. » Le ciel était maintenant très bas. L'orage qui claquait comme un fouet et les éclairs étaient quasiment simultanés. Assis dans le QG des fouilles maudites où ils s'étaient réfugiés, Nadia, Paul et Flavien écoutaient Jacques leur rapporter ce qu'il y avait appris du lieutenant Bruno. À la grande frustration du policier, Nadia ne parut pas le moins du monde surprise par cette histoire. Elle affirma même avoir déjà eu les mêmes conclusions. Le commissaire ne fut pas pour autant désarçonné. Dès que Bruno est parti, j'ai pris le téléphone de la voiture pour vous inviter à me rejoindre. Je venais à peine de raccrocher que le commissariat m'appela. Ils avaient trouvé où Moll était terré pendant ces 3 mois passés. Une chambre meublée qu'il a louée près du lac. Je m'y suis rendu et là, c'est le jackpot. Il quitta sa chaise et alla chercher le carton qu'il avait amené et posé sur une table à l'entrée de la pièce. Sans le bouger, il l'ouvrit et en sortit une amphore abîmée par le temps. Nadia la reconnut immédiatement. C'était exactement la même que celle dans laquelle on avait retrouvé la lettre d'Amalricus. Elle laissa échapper un juron et bondit pour arracher l'objet des mains du policier, comme si elle avait peur que ce dernier ne la casse. Elle l'observa avec la plus grande attention, eut une expression de satisfaction en découvrant le parchemin en peau de veau à l'intérieur. Elle voulut y glisser les doigts pour en sortir, mais le commissaire la stoppa net. « Ne vous fatiguez pas avec cela pour l'instant. Moll a tout traduit dans ce cahier, dit-il en sortant ce second objet. Et la seconde amphore demanda Flavien. Je l'ai aussi là, répondit Rosen en faisant un geste de la tête en direction du carton. Nadia jeta un regard gourmand sur ce dernier, mais le commissaire ne se desserra pas et ne la laissa pas approcher. Ce n'est pas tout. Moll avait réuni un ensemble de documents impressionnants sur le sujet. Il marqua une courte pause, puis se tournant vers Nadia, il poursuivit. Vous allez être heureuse. La jeune fille ne tint plus. Elle arracha littéralement le cahier des mains du commissaire et se plongea dedans. Il s'ensuivit un silence gêné que Paul fut le premier à rompre en lançant un timide « Alors ?» Elle ne leva même pas la tête, se contentant d'un signe agacé de la main pour l'inviter à plus de patience. Rosen, qui était seul à connaître un peu le contenu du cahier, regardait avec amusement l'empressement de Paul et de Flavien. Un nouveau temps dont le silence ne fut troublé que par le bruit de la pluie, et Flavien craqua. « Bon, ça suffit maintenant. Tu vas nous dire ce qu'il y a là-dedans, oui ou non ?» Le jeune avocat ne remarqua pas le regard désapprobateur que lui lança Paul. Nadia soupira longuement. « C'est un travail formidable. Moll aurait fait un grand historien. »« D'accord, passons les détails, » insista Sénécha. « C'est tellement riche. » Elle avait replongé le nez dans le cahier et le feuilletait avec un air admiratif. « Je ne sais pas par où commencer. »« Résume !»« Bien. Moll a traduit les 2 parchemins qui se trouvaient dans les 2 amphores. Le mieux, c'est que je vous lise ces 2 traductions. »